Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un épisode consacré aux 100 jours du gouvernement de Wever. Le gouvernement Arizona qui rassemble, on le rappelle, la NVA, le MR, les engagés, le CDNV et Vooruit est en place depuis une centaine de jours et à cette occasion, le Premier ministre nationaliste flamand, Bart De Wever, a donné une longue interview à la RTBF. On va prendre le temps d'en décrypter le contenu dans cet épisode des Clés. La première, les clés. « 100 jours, donc, pour le gouvernement fédéral, après, rappelons-le quand même, 239 jours sans gouvernement, tant qu'il avait fallu pour négocier l'accord entre les partenaires. C'était au début du mois de février, après 57 heures d'une sorte de conclave à l'école royale militaire, les 5 partenaires de l'Arizona pouvaient annoncer un accord. Un accord a été obtenu sur la partie la plus compliquée des négociations. Ce fut lent, mais nous allons avoir un gouvernement. Et à la fin, on a coupé les grands nœuds, on a conclu ce grand accord socio-économique. Et dès le départ, devant les députés, Bart De Wever avait tenu à annoncer la couleur. Le voyage qui nous attend n'a rien d'une promenade de santé, mais est plutôt de l'ordre d'un col hors catégorie. Mais celles et ceux qui feront l'effort de gravir la montagne pourront apprécier la vue depuis le sommet. Alors, ce gouvernement a mis sur la table une batterie de mesures de rupture. Limite à 2 ans des allocations de chômage, durcissement de l'accès à la pension complète, malus pour ceux qui partent plus tôt, flexibilisation du travail, un grand plan aussi pour ramener plus vite au travail les malades de longue durée, toutes des mesures qui ont suscité de vives contestations dans la rue. Il faut absolument défendre les droits sociaux et sans quoi ils vont complètement disparaître. L'Arizona, ça broie tout ça. Il faut les défendre. La restriction du droit de chômage, la libéralisation des règles du travail en général. Et on continuera encore et encore et encore, jusqu'au temps qu'on nous entendra aussi. Déjà, 3 journées de grève générale, des manifestations, mais aussi des grèves et des mouvements de contestation plus ciblés dans certains secteurs. À cela, il faut ajouter encore un contexte politique complètement chamboulé. On n'est pas encore en temps de guerre, mais on n'est plus en temps de paix non plus. Ainsi qu'une guerre commerciale qui s'est ajoutée. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. Bref, où en est le gouvernement Arizona face à tous ces enjeux et vents contraires? Eh bien, c'est ce qu'on va prendre le temps, maintenant, d'analyser. Et on va le faire en compagnie de Thomas Gadisseux. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Vous êtes le responsable de notre rédaction politique ici à la RTBF. C'est vous qui avez interrogé Bart De Wever dans une interview d'à peu près 25 minutes pour les 100 jours donc, de ce gouvernement. Un moment qu'il a choisi lui-même dans des modalités qu'il a aussi choisi lui-même. Oui, parce qu'il a refusé toutes les autres interviews, parce qu'il y a eu plusieurs demandes depuis l'installation de son gouvernement. Vu les débats aussi que provoquent ces réformes, il a tout refusé. Et il a clairement fait le choix de décider quand il parlerait. Donc je crois que ça va être comme ça durant toute la législature. Il va décider certains moments où il s'exprime. Et en gros, c'est un peu comme, là c'est le Festival de Cannes, c'est un peu comme les stars de cinéma. Là, tous les médias passent l'un à la suite de l'autre. Ils s'installent à un endroit. On a droit à autant de minutes d'interview, autant de minutes de préparation. Et puis c'est tout.
Et il l'a fait dans la salle où se tiennent les conseils des ministres. Vous y voyez une symbolique particulière choisie par Bardo-Wever? Alors lui voulait que ce soit dans son bureau et c'est moi qui justement ai décidé d'aller dans la salle du conseil des ministres parce que je trouve que c'est là où justement la politique de son gouvernement vit et que c'était peut-être tout aussi symbolique. Lui qui veut incarner très fort cette fonction seul, il donne des interviews tout seul et il donne pas de conférence de presse avec son gouvernement. Enfin voilà, c'était une manière aussi d'un peu renverser sa stratégie. Alors, on va se plonger dans le contenu de ce qu'il vous a dit avec un leitmotiv: il faut réformer, on n'a pas le choix. On écoute Bardo-Wever. Notre gouvernement a finalement l'ambition de mettre en œuvre toutes les réformes que l'Europe nous demande ou nous préconise de faire depuis 20 ans. Et le seul reproche justifié, je pense, c'est que ce pays aurait dû réformer en profondeur beaucoup plus tôt. On a attendu beaucoup trop longtemps. On est vraiment au bord de la faillite maintenant. Mais ce gouvernement a finalement dit, les réformes, c'est pas facile, ça va inquiéter les gens, et je le comprends, mais on doit le faire si on veut sauver l'état de providence et la prospérité de la Belgique. Le moment est venu de ne plus postposer les choses, mais de les prendre en main. Voilà, on a l'impression quand on l'entend que c'est comme si c'était un gouvernement qui n'avait pas le choix, que la ligne était toute tracée pour lui et qu'il est là pour endosser juste des réformes difficiles. Oui, il essaye de présenter des choix politiques comme des choix quasi notariaux, comme si c'était technique, évident et indispensable, alors que déjà derrière l'Europe, il y a les États, c'est la Belgique avec les 27 qui décident justement des trajectoires et des choix. Donc, comme s'il y avait deux entités différentes, la Belgique d'un côté et l'Europe. Déjà, c'est un élément quand même à préciser. Et puis surtout, on rappellera que la NVA accède au pouvoir fédéral. Elle a accédé sous Charles Michel dans un gouvernement avec l'EMR. Ici, elle réaccède au pouvoir. Et donc, elle joue aussi les années d'opposition qu'elle a suivies. Et là, elle dit, j'ai hérité, il dit, d'un gouvernement, c'était le Titanic au fond de l'eau. Et moi, je dois faire des efforts titanesques. C'est aussi pour justifier l'ampleur. Derrière tout ça, il y a encore et toujours des dynamiques politiques. Oui, les réformes doivent avoir lieu. Toute la classe politique le dit, même l'opposition. La question, c'est comment on les ventile et sur qui on fait porter l'effort. C'est ça la question centrale, et ça, c'est de la politique. Et lui, par contre, il botte en touche. Oui, il n'y a pas d'alternative sans doute à faire des réformes, à poser des choix, mais par contre, il y a des alternatives possibles dans les choix qui sont à poser. Et ça, il le met un peu de côté, comme si l'Europe nous disait qu'on doit faire des efforts, mais quand on l'entend, on a presque l'impression d'entendre l'Europe nous dit de faire ces efforts-là, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'à la fois dans ses mots, dans son attitude aussi, il veut incarner cette austérité. Il n'y a pas de paillettes, là. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de dynamique, d'élan. Donc c'est pas d'émotion, rationnelle, ce sont les faits. C'est comme ça qu'il veut présenter son gouvernement pour faire passer aussi des mesures qui ont un impact et qui vont être basculantes dans de nombreux secteurs. Alors ce qu'il nous dit, c'est qu'en plus des efforts qu'il a déjà annoncés et qui sont consignés dans l'accord de gouvernement, il pourrait y en avoir d'autres à faire d'un point de vue budgétaire en cours de législature. On va entendre encore Bardo-Wever. Ce que j'avoue, avec la situation géopolitique qui a fortement changé et pas s'améliorer, aussi les dépenses qu'on doit faire pour la défense, la tâche est devenue encore beaucoup plus lourde. Et ce que je vous dis, c'est qu'il y a déjà des montagnes de travail dans l'accord de gouvernement. C'est des cols hors catégorie qu'on doit prendre avec l'accord de Pâques, encore l'accord pour le budget pour 2026, qu'après ces cols hors catégorie, je crains qu'on va découvrir encore un ou deux cols et que ce gouvernement devra continuer le travail dur jusqu'au dernier jour et qu'on devra se mettre d'accord sur encore des mesures pour améliorer notre situation. Vous l'avez évoqué, les dépenses de défense. La Belgique s'engage à contribuer à 2% de son PIB en investissement de défense, sauf qu'il reste 2 milliards à trouver. C'est l'argent magique? Où est-ce qu'il va arriver cet argent? Ça veut dire qu'il y a des efforts supplémentaires que vous allez devoir annoncer? C'est inévitable. On a fait la promesse déjà en 2014 au Pays de Galles d'aller vers le 2%, mais on ne l'a pas fait. Du groupe a fait la promesse, mais n'a rien fait. Donc maintenant, la situation géopolitique a tellement changé qu'on est obligé de faire le saut en un an. Donc on 4 milliards à trouver. 4 milliards à trouver. Pour cette année-ci, on va y arriver. Mais on a fait l'accord dans le gouvernement de dire, maintenant, on peut le faire avec des one-shots. Mais on ne peut pas continuer comme ça.
Alors un élément là-dessus pour bien comprendre, c'est la contribution de la Belgique aux dépenses militaires de manière globale dans l'OTAN. La Belgique est très loin des 2% de dépenses du PIB, alors que c'est l'objectif que se sont fixés tous les pays de l'OTAN. Et là, dans le contexte actuel, on essaye de rattraper tout en une fois, ce qui vient rajouter des efforts qui n'étaient pas tout à fait prévus dans l'accord de gouvernement en tant que tel. Et pour moi, c'est le tendon d'Achille de ce gouvernement, c'est qu'à un moment donné, année après année, il va encore devoir annoncer des réformes structurelles, alors qu'il y a énormément de départs de feu. Il y a beaucoup de mécontentement dans différents secteurs. Et c'est l'élément pour moi le plus politique et le plus central de l'interview, c'est qu'en fait, il dit « Attention, vous vous inquiétez de certaines situations, je le comprends, mais il y en aura d'autres. » Donc il fait déjà un pas vers d'autres réformes. Alors est-ce que ce seront clairement des économies? Est-ce que ce seront de nouvelles taxes? Mais il annonce déjà les fameux cols à suivre. C'est aussi un message politique qu'il envoie à ceux qui s'inquiètent des cols qu'on n'a pas encore vraiment franchis mais qu'on a déjà actés. Donc les différentes réformes qui posent question sur les pensions, sur la question du chômage, est-ce qu'on doit lisser certaines choses, sur les plus-values, peut-être qu'on y reviendra. Toutes ces questions-là qui posent débat en interne, il dit attendez, vous êtes en train de râler sur ce qu'on a acté, mais il y a d'autres choses à venir. Il y a d'autres cols. Et donc, il y aura probablement, en plus de tout ça, d'autres réformes qu'il faudra aussi annoncer. Donc, vous y voyez un message aussi aux autres partis du gouvernement, dans le sens, je suis le notaire de cet objectif qu'on s'est fixé de revenir à l'orthodoxie budgétaire, je ne vais pas en déroger. Et donc, ça veut dire que si vous ergotez déjà sur certains efforts qu'on a décidés maintenant, moi, je vous annonce qu'il y en aura d'autres plus forts qui viendront ensuite. Et c'est ça, c'est l'image du peloton à l'école infranchissable, arrêter de regarder en arrière, respirer correctement, parce qu'il y a surtout le col à venir. Donc, il y a un message politique parce qu'il y a, depuis 100 jours, il faut le dire, aussi du flottement au sein de sa majorité. L'encre de l'accord était même pas encore sèche, que clairement, certains étaient déjà en train d'essayer de détricoter, d'ajouter des éléments. Et donc, depuis 100 jours, il y a des débats sur ce qui était soi-disant un accord. C'est aussi ça la marque de Wever, et c'est aussi son tendon d'Achille. Donc, il a dit, moi, je vais être le grand garant des finances de l'État, c'est pour ça que je deviens Premier ministre, parce que vous allez voir ce que vous allez voir, on va remettre le budget en ordre de marche. Or, il se rend compte depuis 100 jours que pour l'instant, il n'y arrivera pas. Alors, il dit qu'il veut y arriver. Mais là, si on regarde factuellement les chiffres, les tableaux, ça ne marche pas. Il n'y arrivera pas. Donc ça va être le tendon. S'il veut y arriver, il va devoir souder son équipe et surtout annoncer qu'il y a déjà d'autres choses au lieu de regarder en arrière sur ce qu'on a soi-disant déjà acté. Quel braquet, oh là, s'il gagne. Ça va être dur, t'arrives dans la roue du coureur de l'équipe AG2R, la mondiale, ça va se faire maintenant. Pierre Latour qui en met toujours. Ça, c'est donc pour l'enjeu du budget. Mais venons-en alors aux mesures concrètes qui vont toucher les citoyennes et les citoyens. Et d'abord, essayons de clarifier une ambiguïté. Est-ce que ce gouvernement promet aux travailleurs de toucher 500 € de plus chaque mois d'ici la fin de la législature? Ou bien, est-ce que la promesse, c'est qu'il y aura un différentiel de 500 € entre ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient d'allocations? Réponse de Bardo Wever. Toutes les réformes qu'on fait pour activer les gens, limiter le chômage dans le temps, on a biffé l'enveloppe bien-être, donc ça c'est le bâton pour agrandir la différence. Ça veut dire qu'on rabote les allocataires sociaux? Ah oui, parce que sous le Vivaldi, ils ont reçu une croissance des allocations de 10, même 12% au-dessus de l'index. Parce qu'il y avait une crise énergétique. Au-dessus de l'index. Donc on va corriger ça, mais et d'autre part, il y a aussi les carottes, c'est qu'on va à la fin, avec le tax shift et le tax cut, faire croître les revenus, les Mais pour bien comprendre la promesse, ça veut dire que c'est 500 € de cash en plus pour le travailleur, ou c'est l'écart entre son salaire et ceux qui ne travaillent pas? C'est l'écart, donc on travaille dans les deux sens. Là, la clarification est assez évidente. Elle est évidente parce que peut-être au sein de son gouvernement, certains continuent de jouer une certaine musique qui maintient un flou. On a eu en campagne électorale il y a un an des promesses où c'était du cash en plus pour les travailleurs, les bas salaires. Certains les 300 € en plus, même donc le MR, les engagés, on était à ces montants-là. Ici, on entend encore qu'on va rajouter du cash en fin de législature pour les travailleurs, mais le chiffre flottait encore un peu. Là, on a une clarification. Ça veut dire que le Premier ministre assume aussi le bâton. Donc on dit clairement que oui, il y a une volonté de ne plus faire progresser les allocations de chômage et les allocations de revenus d'intégration de TPS. Il le dit clairement, d'autres dans la majorité ne le disent pas comme ça. Donc le bâton, il est clair. Mais il y a aussi la fameuse carotte qui, il le dit aussi, c'est en fin de législature.
Et ça aussi, ça va être compliqué, parce que comment faire assumer à de nombreux secteurs des efforts massifs en assumant une promesse qu'ils vont avoir du cash en retour. Sauf que ce cash, il arrivera en fin de législature et c'est long, encore 4 ans. Donc, ces 2 promesses centrales, remettre le budget de l'État sur les rails et offrir du cash en plus pour les salariés, c'était véritablement l'axe central de son accord. On voit que c'est pas si évident que ça. Mais donc, si on veut résumer sur cet aspect-là, il faut retenir que pour ceux qui sont allocataires, les efforts, ils arrivent tout de suite, les allocations qui baissent, le chômage limité dans le temps. Les éléments qui vont venir se rajouter sur du salaire cash, notamment pour les bas et les moyens salaires, puisque c'est là que ça se joue surtout, ça, ce sera plus tard. Donc il y a vraiment ce décalage dans le temps. Et le financement de ce cash qu'on va donner aux travailleurs, il faudra aussi le trouver. Et donc si le contexte économique s'aggrave, si le contexte sécuritaire s'aggrave et qu'on n'arrive pas à trouver l'argent pour la défense qu'on évoquait, la réforme fiscale pour les bas salaires, ça sera aussi de l'argent magique, là. Donc tout ça se tient. Oui, et donc ça, c'est un des nœuds centrales, on l'a compris, de ce gouvernement et qui va sans doute demeurer jusqu'au bout de la législature. Alors, la question qui se pose aussi, quand on voit la contestation qui s'opère de manière très forte dans les rues aujourd'hui, on l'a mentionné dans l'introduction, c'est de savoir s'il y a encore un espace de concertation, de négociation, d'amendement de certaines mesures. À cela aussi, Bardo Wever vous a répondu. On ne veut pas des conséquences qui ne sont pas souhaitables. Donc on a toujours dit on est ouvert à la concertation sociale. La première semaine déjà, on a invité le groupe de 10 pour dire, et c'est la première fois qu'un gouvernement l'a fait déjà si tôt dans la législature, pour dire bon, on a un vaste programme de réformes, mais on veut sur chaque élément faire le dialogue avec vous. Mais au Parlement, vous dites clairement, on fera ces réformes. Peu importe justement la grogne dans la rue, peu importe les syndicats. Donc là aussi, le message, il est clair. L'essentiel, on ne peut pas changer. Et il y a donc, un des an, détails, on peut changer. Des effets insouhaités, on peut changer, mais l'essentiel, on va mettre en œuvre. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'on peut modifier certains aspects non souhaités, mais que, sur l'essentiel, on garde le cap? Que ça n'a pas l'air de le préoccuper beaucoup, en tout cas de l'inquiéter beaucoup, cette mobilisation sociale. Ce qui est certain, c'est que dans les réformes, il y a des éléments parfois très techniques, il y a aussi des zones d'ombre, par exemple la réforme des pensions, où il y a quantité de catégories de personnes qui peuvent être impactées de manière différente. Il se peut qu'il y ait des problèmes techniques que les négociateurs n'aient pas vus. Et donc rapidement, dès les premières heures du gouvernement, on s'est rendu compte, par exemple, que le congé de maternité influençait de manière très négative la carrière d'une femme au final et l'accession éventuellement à une pension anticipée. C'est des éléments qui tout de suite ont été évidents et le ministre des Pensions s'est lui-même retrouvé au Parlement coincé par l'opposition et il a tout de suite fait rectifier l'histoire. Donc c'est pour ça que il se rend compte que peut-être il y a des rectifications, mais ce sont des éléments à la marge. Il faut quand même aussi comprendre que la NVA n'est pas un parti qui repose sur une base avec des corps intermédiaires, des syndicats sur lesquels il faut qu'elle s'appuie, à qui elle doit rendre des comptes. Donc qu'il y ait cette grogne sociale sur le pays, mais qui est quand même très vive plutôt au sud du pays actuellement, ça n'inquiète pas beaucoup le Premier ministre. Après, dans son gouvernement, il y a Voorhout, il y a les socialistes flamands, pour qui la base syndicale est un élément très important. Et donc, il sent bien que s'il veut que son attelage tienne, il ne peut pas y aller en frontal total sur la concertation, en estimant que les syndicats, de toute façon, n'ont aucun rôle à jouer dans ces réformes-là, et que, oui, ils ont de toute façon encore leur mot à dire, et on doit bien le préciser. Mais sur le fond politique, il continue à croire que c'est une évidence, c'est indispensable et que de toute façon, il fera ce qu'il veut. Donc il y a des gages à donner à ses partenaires. Côté francophone, les engagés aussi deviennent quand même de plus en plus fébriles parfois à des mobilisations. Et donc il y a ces éléments-là qui, dans la cohérence et la robustesse de son gouvernement, il doit en tenir compte aussi s'il veut qu'il puisse continuer pendant encore 4 années. C'est pour ça qu'il laisse encore un peu ouvert le jeu, voilà. Même si vous, la lecture que vous en faites, c'est que ça ne l'inquiète pas beaucoup et qu'il compte suivre le cap avec éventuellement quelques petits ajustements à la marge. Autre clarification qui intervient dans cette interview, j'ai l'impression, c'est la question de l'indexation des salaires pour ceux qui sont payés par de l'argent public. Et là-dessus, Bardo Wever précise ceci. Ce qu'on a décidé, c'est que dans le secteur public, donc ceux qui touchent de l'argent public, comme salaire ou comme allocation, il y a une période d'attente de 3 mois pour tout le monde. C'est une harmonisation, parce que dans certains cas, c'était déjà le cas. On évolue vers 3 mois. Je pense que c'est raisonnable quand on sait que dans le secteur privé, une belle partie du secteur privé, ce n'est qu'une fois par année. Donc 3 mois, je pense que ce n'est pas exagéré comme période d'attente de toucher l'index. Y compris pour les enseignants. C'est une mesure d'économie que le fédéral acte pour l'ensemble des niveaux de pouvoir. Ça, c'est notre intention, oui.
Donc là, il y a toute une série de personnes qui travaillent pour la fonction publique, qui ne sont pas forcément fonctionnaires, mais parfois contractuels aussi dans des services publics, qui avant étaient indexés 2 mois après le franchissement de l'indice pivot. Maintenant, ce sera 3 mois. Donc c'est un report d'1 mois, c'est entre guillemets un lissage du mécanisme de l'indexation des salaires. Alors en termes de pouvoir d'achat individuel, on est en train d'essayer de faire tourner un peu les calculettes pour voir quel est l'impact pour les salaires médians, parce qu'on a du mal à évaluer quel sera l'impact. Sauf que de nouveau, il y a une histoire de symbolique. Ce gouvernement a dit on ne touchera pas au mécanisme d'indexation des salaires. Il s'avère, on comprend, et c'était acté, mais c'est précisé, parce qu'il y a eu aussi un peu de flottement, qu'en fait, il y a un certain lissage, et ça veut dire que mécaniquement, pour les finances de l'État, il y a 1 mois en moins à payer, tout simplement. Vu la masse que ça représente, on parle à la fois de la fonction publique, mais donc aussi de tout ce qui est allocation de chômage et allocation sociale, ça représente des montants conséquents. Si le gouvernement décide de faire cela, c'est tout simplement parce qu'il y a des économies derrière. C'est aussi simple que ça. Là où ça a une résonance, c'est que le secteur des soins de santé, par exemple, la semaine dernière, est monté au créneau en disant, vous vous rendez compte des tensions actuelles, ce genre d'éléments, dans l'attractivité des jobs, c'était important. Est-ce qu'on ne peut pas immuniser, par exemple, juste le secteur des soins de santé? Là, il le dit, ce n'est pas le cas. Les enseignants, c'est le même débat, que ce soit au nord et au sud du pays d'ailleurs. Les négociations budgétaires sont encore en cours, elles ne sont toujours pas terminées en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment à cause de cet élément-là, où la ministre de l'Éducation a dit « Moi, je veux qu'on immunise MR, faisant partie du gouvernement fédéral, Valérie Glatini a dit « Moi, je veux qu'on immunise les profs, pas ce lissage sur l'indexation, ça ne va pas. » Sauf qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on cherche aussi des millions, et que cette mesure a du coup aussi un impact sur l'enveloppe budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, il clarifie en disant « Au nord comme au sud, c'est la même chose pour tout le monde. Le mécanisme est le même, on veut le reporter d'1 mois. Mais ça aura des percussions pour pas mal de secteurs, et notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles sur les profs. Je serais curieux d'entendre leur réaction à ce sujet. Oui, puisqu'on est déjà dans un moment de vive tension dans le secteur de l'enseignement, mais dans toute une série de secteurs qui sont touchés par les autres mesures annoncées par ce gouvernement. Et donc là, ce sont des éléments potentiellement de départ de feu en plus. Au-delà du pouvoir d'achat en moins qu'on est en train d'évaluer, est-ce que c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros? C'est un peu compliqué parce que le mois d'après, cette indexation a lieu. Donc c'est vraiment juste un report d'1 mois. Mais c'est la masse que ça représente, les économiques du coup à la clé, et l'aspect symbolique. Au final, on touche à un élément quand même du mécanisme d'indexation des salaires. Alors il y a une autre contestation qu'on a entendue ces dernières semaines, c'est celle des magistrats qui s'inquiètent pour leur pension. Là-dessus, Bart De Wever a aussi envoyé un message aux magistrats. On va l'entendre et puis surtout on va fact-checker en compagnie de Sarah Pousset certains éléments avancés par Bart De Wever sur le montant des pensions de certains magistrats. Ils touchent les pensions les plus élevées de toute la Belgique. Comme moi, je suis un politique, je suis ici depuis longtemps, donc je vais toucher aussi le maximum. Ce sont des pensions qui vont jusqu'à 8 000 euros par mois. C'est beaucoup. Pour m'expliquer où je dois trouver la volonté dans la société d'accepter des économies si les épaules les plus larges rejettent une économie qui est, je pense, acceptable, comme c'est la fin du monde, quoi. Le Premier ministre Bart De Wever a raison. En Belgique, c'est vrai que les magistrats, les députés et les professeurs d'université ont les pensions les plus élevées. En tant que fonctionnaire, la pension des magistrats n'est pas calculée sur base des salaires de toute leur carrière, mais bien sur la moyenne des 10 dernières années. Or, si quand on entre dans la magistrature, le salaire moyen tourne autour de 3 600 euros bruts, eh bien au fil des années, il grimpe assez bien. Par exemple, après 12 ans d'expérience, il peut dépasser la barre des 8 000 euros bruts. Les trajets de carrière peuvent varier, donc tout le monde n'a pas les mêmes avantages, mais selon les calculs, on estime que la majorité des magistrats avec un trajet professionnel classique atteignent le plafond de la pension maximum qui s'élève à 8 291 euros bruts par mois. Or, le ministre des Pensions, Jan Jambon, prévoit de changer plusieurs paramètres de ce calcul. D'abord, une indexation limitée des pensions au-dessus de 5 182 euros. Ensuite, un allongement progressif des salaires de référence, c'est-à-dire qu'on ne prendrait plus seulement les 10 dernières années de rémunération comme référence, mais petit à petit les salaires de toute la carrière. Et enfin, le ministre compte supprimer les tantièmes préférentiels. C'est un élément un peu technique qui entre dans le calcul de la pension des fonctionnaires et qui leur permet de partir plus rapidement à la pension. Mais c'est aussi un élément qui a été créé pour s'adapter aux carrières spécifiques, car vu l'âge auquel on atteint la fonction de magistrat, eh bien, il est impossible de comptabiliser une carrière complète à ce poste. Voilà pour cet élément de fact-checking
concernant spécifiquement donc les pensions des magistrats. Revenons aussi sur un autre élément encore évoqué dans l'interview avec vous, Thomas Gadisseux, c'est la situation à Gaza et l'éventuelle reconnaissance de l'État palestinien par la Belgique. Là-dessus, Bart De Wever a précisé ceci. L'accord de gouvernement est très clair, il correspond au droit international où on veut aller vers la reconnaissance de la Palestine, mais dans un certain cadre, la solution à 2 États. Et ça veut dire qu'une reconnaissance d'un État palestinien demande une autorité palestinienne qui est crédible, qui est démocratique. Ça veut dire qu'on doit démanteler Hamas totalement et libérer immédiatement les otages. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas cet élément-là, le moment opportun, c'est le texte de l'accord. Mais ça, c'est le droit international. Il faut une autorité démocratique. C'est quand même le minimum. On ne va pas négocier avec des terroristes quand même. Ça, c'est l'obscurité. On ne va pas récompenser Hamas pour ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Donc, il faut une autorité démocratique palestinienne. Il faut une reconnaissance mutuelle Israël-Palestine. Il faut une implication des pays arabes autour d'Israël pour avoir une paix qui est durable. Et ça doit être le but. Faire des gestes symboliques, ça peut être très intéressant pour l'opinion publique ici, mais ça ne va pas aider à la réalité sur le terrain. Voilà, précision donc de Bart De Wever. On entend qu'il y a cette volonté d'une reconnaissance de la Palestine, mais quand on entend toutes les conditions qui sont mises, on entend aussi qu'a priori, c'est pas pour demain. Il y a une certaine fermeté même dans le propos, qui est un peu en contradiction et qui résonne avec aussi son déplacement en Ukraine où il a été pleuré à Boutcha et face au drame de Gaza, il se retrouve quasiment intransigeant comme ça dans ses propos. Donc c'est sûr que ça, c'est quand même un élément qui sera intéressant d'observer. Il dit les gestes symboliques, sous-entendu avec quoi vous venez. Or en fait, c'est le président des socialistes flamands, c'est le président des engagés, ses partenaires qui sont sortis en disant on ne peut pas rester insensible, il faut bouger. J'avoue que politiquement, je ne vois pas clair à ce stade. On est lundi matin, exactement comment ça va bouger. Il y a une urgence à ce que le gouvernement belge fasse quelque chose, bouge des lignes. Il est question qu'au niveau du Parlement aussi, il y ait des résolutions qui avancent pour l'envoyer un message qu'en fait les Belges ne restent pas les bras croisés. Mais il y a cette initiative du président français en juin où il souhaite réunir différents partenaires pour à un moment donné forcer une reconnaissance. Et la Belgique pourrait à ce moment-là s'inscrire là-dedans. Mais quand on l'écoute, en tout cas ce matin à ce stade, les conditions ne sont pas réunies pour que l'accord de gouvernement passe à une reconnaissance de l'État palestinien. Sur ce point, on rappellera que le président français, Emmanuel Macron, a annoncé pour le mois de juin prochain une conférence internationale visant à aboutir à une reconnaissance de la Palestine en tant qu'État. Prudent, Bart De Wever se range donc dans le sillage de cette initiative en y mettant d'ailleurs encore des conditions, à voir si les partis de sa coalition, Vorreut engagé ou CDNV qui voudraient une position plus forte, se contenteront de cette position du Premier ministre. Voilà pour ce décryptage de cette interview grand format de Bart De Wever que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site internet. C'était Les Clés, un podcast de La Première avec à la réalisation sonore de cet épisode Guillaume de Smet, à la prépa Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous et désolé pour cette voix plutôt vacillante, tourmentée par un vilain virus. Elle devrait redevenir claire si tout va bien dans les prochains numéros.